Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de me faire l'honneur de me confier une conférence plénière. À ce congrès, un immense merci. Ça me touche vraiment. Alors, c'est une praticienne qui va vous parler, une praticienne de la traduction littéraire que je pratique depuis plus de 50 ans. Je la pratique, je l'ai enseignée, j'y ai réfléchi et donc j'ai écrit sur le sujet. Donc enfin, c'est ma seconde nature, c'est mon âme, c'est la traduction littéraire. On m'appelle parfois la Mata Hari de la traduction littéraire. Peu importe. Alors, j'ai démarré ma carrière comme traductrice d'un philosophe allemand, Ernst Bloch, qui en soi était un véritable défi. Vous allez le comprendre, j'espère, quand j'aurai terminé mon intervention. C'est un marxiste à visage humain. Voilà, ça existe. Mais le grand défi, c'est évidemment son écriture. Je vais essayer de vous sensibiliser à cela. Son écriture qui était un défi, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai mis 20 ans pour traduire ces 3000 pages que j'ai traduit avec passion et plaisir. Parce que pour moi, deux paramètres essentiels de toute activité importante, c'est le plaisir et la passion. Et c'est comme ça que j'ai toujours vécu, et Dieu merci, c'est pas comme ça que je vais mourir, mais enfin bon, j'espère que... Voilà. Bon, donc c'est surtout de traduction que je vais vous parler, bien sûr. Et comme je suis germaniste, mes exemples, malheureusement, seront en allemand, mais je vais faire en sorte que vous les compreniez, parce que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui connaissent l'allemand. Si, quand même, je sais, j'ai d'éminents germanistes, bien sûr, d'éminents germanistes, je le sais. Alors, un petit préambule que j'ai intitulé « Écrire veut dire franchir ». Alors, inscrire l'altérité dans une écriture ou dans une traduction. C'est-à-dire, donc c'est vraiment de traduction que je parle maintenant avant de parler de Bloch, c'est-à-dire faire passer une identité qui n'est pas la mienne dans une autre identité, la mienne, en ayant recours aux paramètres de mon identité pour permettre à l'autre identité de s'y exprimer. Ou encore, inscrire, graver sur un visage les traits d'un autre visage pour obtenir un troisième visage dans lequel se reconnaîtrait à la fois le premier et le second, heureusement homogénéisé. Ce laborieux travail de transplantation, toujours attentif à la menace de rejet et soucieux de symbiose cosmétique, est le quotidien du traducteur chirurgien. Ce fut toujours le mien. L'inscription de l'altérité dans l'idoine, ou encore l'accueil hospitalier, très important, de l'étrangéité dans le propre est le principe actif de tout traduire, du moins au sens où l'entend Walter Benjamin, mon maître. Il s'opère à des degrés divers. Celui qui nous occupera ici se situe déjà en amont de la problématique de la traduction, qu'elle soit linguistique ou culturelle. En effet, l'altérité peut s'inscrire au sein d'un même contexte linguistico-culturel, notamment dans l'écriture au premier chef. En l'occurrence, celle d'un styliste pour qui la langue est déjà l'incarnation d'un agir, d'un poiène, bref, est une poétique au sens où l'entend Henri Méchonic, mon second grand maître. C'est en effet ce type d'écriture, transgressant la norme linguistique, il passait pour être intraduisible, Ernst Bloch, pour frayer la voie à un renouveau du dire et du concevable que pratique Ernst Bloch, auteur notamment de Geist der Utopie et de Das Prinzip Hoffnung. Pour lui, penser veut dire franchir. Denken heißt überschreiten. Et ce franchissement sans cesse prôné est également à l'œuvre dans son écriture. Alors maintenant, un petit mot sur le philosophe, avant de parler de son écriture et de sa pensée, quelques mots sur l'homme. Ernst Bloch, donc, au cas où vous ne le sauriez pas, est un philosophe allemand d'origine juive, né en 1885 à Ludwigshafen. Pacifiste, il refuse de participer à la Première Guerre mondiale et s'exile en Suisse. Persona non grata lors de l'arrivée au pouvoir des nazis,
Il est condamné à l'exil, ce qui lui permettra de fonder, avec Brecht, Döblin et Heinrich Mann, les éditions Aurora. C'est lors de son séjour aux États-Unis de 1939 à 1945 qu'il écrira son œuvre principale, Das Prinzip Hoffnung, le principe espérance, édité pour la première fois en 1954 à Berlin-Est, puis en 1959 à Francfort. Lors de la fondation de la RDA, il accepte une chaire à l'université de Leipzig et il dirige l'Institut Karl Marx jusqu'à ce qu'en 1957, on lui interdise d'enseigner en raison de son attitude révisionniste. Il y avait en effet dénoncé la sclérose de la philosophie marxiste traditionnelle et la bureaucratie stalinienne. À la faveur d'un séjour en Allemagne fédérale en 1961, il s'installe à Tübingen, où il enseignera la philosophie à l'université, où il mourra en 77 ou 77, si vous voulez. Le regretté Jean-Michel Palmier, que vous avez peut-être connu, journaliste, écrivain français, grand spécialiste de l'expressionnisme allemand et fervent admirateur de Bloch, a dépeint avec une admirable justesse plastique l'univers de ce livre, donc Das Prinzip Hoffnung. Dans un article du Monde daté du 18 juin 1976, intitulé « Un hymne à l'espoir et à la révolte » et publié à l'occasion de la parution en français du premier tome du Principe Espérance, il écrivait, je le cite, « Le Principe Espérance, pour vous situer le livre avant de parler de l'écriture, le Principe Espérance est un chant d'espoir qui s'élève sur les charniers d'Europe. L'ouvrage, assurément, déconcerte, car il ne s'agit pas d'un simple traité philosophique. On découvre pas à pas un paysage de couleurs, tissé de rêves et d'émotions fugitives. Les analyses les plus rigoureuses sont suivies d'évocations des contes de Grimm ou de réflexions d'un homme de la rue sur sa vie, car le dévoilement de l'esprit n'est pas pour Bloch un processus autoritaire ou une révélation, mais une maïeutique qui, plus que Socrate, nous rappelle Aladin et sa lampe merveilleuse. C'est donc aussi un poète que j'ai traduit. Difficile à classer ce juif agnostique, vaguement rattaché à l'école de Francfort. Seules les étiquettes provocantes et paradoxales lui rendent quelque peu justice, comme ces épithètes récurrentes dans la critique de ses œuvres. Philosophe-conteur, Schelling marxiste, chrétien athée, penseur d'un messianisme sans messie et surtout sans au-delà, marxiste utopiste, penseur de l'utopie concrète, celle qui n'est pas une fuite dans l'irréel, mais l'exploration des possibilités objectives du réel et la lutte pour leur concrétisation. Et en tout cas, comme il avait coutume de le clamer lui-même, disciple de deux Karl, Marx et May. Marx, parce qu'il est le premier philosophe à vouloir changer le monde au lieu de l'interpréter. May, parce que ses contes illustrent déjà la révolte contre le malheur au quotidien et la volonté de partir à la recherche d'un monde meilleur. Alors, le point de départ de sa pensée et de toute son œuvre est un constat. Depuis toujours, l'homme est selbstentfremdet, aliéné à soi-même. Il doit donc entreprendre sa propre reconquête, puisque, comme Bloch l'écrit en exergue de sa Tübinger Einleitung in die Philosophie, alors vous allez voir, pour traduire ça, Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Une traduction possible serait, je propose ça parce que ce n'est pas dans le Principe Espérance, elle n'est pas officielle, mais je pourrais dire, je suis, mais sans m'avoir encore. Nous sommes donc en devenir. Face à l'allemand qui peut se permettre de jouer sur la quintessence même des auxiliaires de mode, sein, haben et werden, être, avoir et devenir, et de ramasser en eux tout le parcours historique d'une humanité engagée et solidaire, ich bin, mais darum werden wir erst. Comme le suggère le passage du ich, je au wir, le français fait bien piètre figure. Ainsi l'homme est-il perpétuellement en quête de son chez-soi, Zuhause, de sa Heimat, où il sera en accord avec lui-même et avec le monde. Le tome 1 du Principe Espérance explore le fondement anthropologique de l'espérance et de cette quête, l'affect humain de l'espoir. Nous avons deux mots en français, pas en allemand. Bloch réhabilite d'abord l'imaginaire, partant du point de vue que toute transformation du monde prend sa source
dans le rêve et l'utopie. Le rêve éveillé, le rêve souhait, Wunschtraum, est le berceau de toute production et de tout changement. Pourtant, cette ouverture dans l'homme tendu vers l'avant, der Mensch nach vorwärts, le sujet serait stérile si dans le monde, dans l'objet, ne lui correspondaient pas des ouvertures, des possibilités qu'il lui faut repérer pour en tirer profit et faire progresser les choses vers un mieux. Bloch est donc aussi le penseur du matérialisme dialectique, avec sa conception d'une nature naturante, d'une nature sujet, base d'une matière dynamique et processuelle, et non plus synonyme de substance divine, agissante au sens où l'entendait Spinoza. Il n'y a pas de création au départ. La création est continue. Mieux, elle est sans cesse continuée par l'homme. La genèse n'est pas au début, mais à la fin, dit-il, car l'homme doit d'abord se reconquérir et devenir lui-même avant de pouvoir songer à bâtir son utopie concrète ici-bas. L'anthropologie de Bloch n'a de sens que dans le cadre de l'inscription de l'homme dans une histoire de la transformation de la matière qui vise la naturalisation de l'homme et l'humanisation de la nature. Bloch découvre dans cette dernière un même mouvement, un même inachèvement qui la pousse en avant. Alors, de la faim, F-A-I-M, Hunger, à l'espérance messianique. Das Prinzip Hoffnung est sans conteste son œuvre maîtresse. Dans la version française, pourquoi avoir traduit Hoffnung par espérance et non par espoir? Lors de ma première rencontre avec Ernst Bloch en 1976, j'ai eu le privilège de le rencontrer à Tübingen, je lui ai demandé s'il avait une préférence pour l'un ou l'autre terme. À quoi il m'a répondu, vous avez 2 mots en français pour un seul en allemand, tirez-en parti. Et c'est ce que j'ai fait. L'espérance sera le sentiment messianique de tous les hommes qui, ensemble, partent en quête d'un monde meilleur, le désir collectif qui met le groupe en branle dans la quête historique, mais elle trouve son fondement anthropologique dans l'affect d'attente qu'est l'espoir, affect que Bloch analyse finement dans ses stades successifs. À commencer par la pulsion fondamentale, qui pour lui n'est pas la libido, je crois qu'il a raison, mais la faim, F-A-I-M, car elle est seule capable de faire sauter les barrières et de franchir les frontières. La faim est le premier mobile du changement révolutionnaire. Faim de nourriture, certes, dans la lutte sociale, mais pas seulement, loin s'en faut. Dans ce mouvement hors de soi et vers l'avant, Bloch met en évidence le Wärmestrom, le courant chaud de toute entreprise. Comme ce courant chaud m'est cher, moi, adversaire de l'administration. Bref, le courant chaud qui a poussé un Spartacus à se révolter contre l'esclavage, ou un petit peuple comme le Vietnam à renverser le mammouth américain. Celui qui est responsable de l'optimisme militant, une autre catégorie blochienne. C'est le courant chaud qui donne de la couleur, de la ferveur, de l'énergie aux idées, à la poursuite des idéaux, et surtout qui permet de garder ceux-ci en mémoire. Au contraire, le Kältestrom, le courant froid du marxisme, qui au départ devait agir comme un détective ou un stratège repérant les lieux, ayant recours à la boussole et au calcul, a souvent pour effet de scléroser, de figer le mouvement originel et de faire oublier le but premier et donc l'idéal à réaliser. Comme c'était le cas en RDA, que Bloch a fui pour cette raison. Et les mots pour le dire. Alors, pour exprimer cette pensée innovatrice, nous arrivons au cœur du sujet. Riche des catégories nouvelles et des concepts nouveaux qui structurent son système essentiellement ouvert, c'est un système ouvert, Bloch ne pouvait avoir recours à une terminologie émoussée et connotée. Rappelons d'abord que Bloch reproche au système philosophique antérieur d'être fermé, comme l'est par exemple le système interprétatif hegelien, qu'une certaine doxa philosophique a, pour cette raison, comparé à un serpent dont la tête rejoint la queue. L'explication du monde partant ici d'un alpha pour aboutir à un oméga qui referme la boucle. Bloch, au contraire, se garde bien d'appliquer au monde et à l'histoire une grille interprétative exhaustive qui engloberait et expliquerait tout. Son système est ouvert et cette ouverture laisse une place future à bien des paramètres qui ne sont pas encore éclos
dans le processus dialectique de la matière. Le monde est en devenir et contient, tout ceci sont des termes clés chez lui, en germe, en bourgeon, en gestation, des éléments encore indescriptibles et insaisissables. Autrement dit, et comme il le résumera en une seule phrase, le monde n'a pas encore vraiment de sens. Ce sens est en germination, c'est un sens à l'état de possibilité. Le monde est un creuset de possibilités encore non avenues, et il incombe à l'homme d'en repérer les traces et de les exploiter. De là qu'il se refuse également à bâtir une utopie modèle. Son utopie se veut concrète, ancrée dans la matière en devenir, ouverte sur une réalisation encore indéfinissable. Je cite, « Le moment n'est pas encore venu, le processus n'a pas encore abouti, et l'affaire en instance, le sens, n'est pas encore produite, mise au jour et tranchée. » Alors, pour exprimer cette pensée avec justesse, et puisque le lexique traditionnel ne suffisait pas, Bloch va exploiter à souhait la plasticité de la langue allemande. La langue allemande est une merveille, je trouve, elle peut allier le concret, l'abstrait. Dans ce cas-ci, l'altérité est donc déjà inscrite au sein de la langue source, de la langue allemande. Bloch fonde une grande partie de ses analyses sur une étude scrupuleusement phénoménologique. Il évoque la fable, le conte, la foire, le cirque, la danse, le rêve éveillé dans tous ses états, mais aussi l'art sous toutes ses formes, allant de la peinture au cinéma, en passant par l'architecture et la musique, et consacre à tous ces phénomènes et artefacts humains des chapitres aussi importants qu'aux grands systèmes philosophiques ou aux religions. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis 20 ans. J'ai dû faire beaucoup de recherches. L'attitude qu'il adopte dans l'observation de son objet n'est pas celle de l'épistémologue ou du penseur qui déduit et extrapole. Non, c'est essentiellement l'attitude du chimiste ou du physicien qui regarde nature, objet et choses avec l'œil soucieux d'une objectivité qui se garde d'anticiper ou de conclure. Il observe le devenir en devenir. Et pour mieux l'exprimer, il a recours à des termes clés récurrents qui jalonnent ses écrits comme autant de leitmotiv. Sa terminologie est empruntée à la dynamique des phénomènes concrets. Ainsi parle-t-il des états physiques de l'émergent. Donc état physique, vous savez ce que c'est, hein, air, eau, solide, etc. Aggregatzustände des Heraufkommenden, en référence aux états physiques de la matière. Pour évoquer l'ouverture de l'homme à d'autres possibilités, il utilise le syntagme plutôt insolite. L'homme n'est pas compact. Der Mensch ist nicht dicht. Récurrente et d'importance fondamentale dans sa conception d'une nature naturante sera bien sûr la terminologie propre à la dynamique du matérialisme dialectique, celle de la gestation et de l'enfantement, appliquée aux faits sociaux, aux actions humaines, comme par exemple, et dans le désordre, sein, giron, stérile, fertile, fermenté, gestation, germer, éclore, pétiller, propulser, aiguillon, courant, flux, société grosse d'une autre, sans oublier ces métaphores privilégiées et récurrentes du style la fermentation, ce bouillonnement qui se produit par-dessus la conscience du devenu, ou toutes les situations productives grosses de ce qui n'a encore jamais été là. Ou encore, pour mieux sensibiliser son lecteur au statut de la volonté, je cite, « Un jus qui fermente ne peut se clarifier tout de suite. De même, la volonté qui n'est pas médiatisée avec l'extérieur, donc la réalité concrète, celle qui est encore dans sa pleine fermentation, demeure trouble. » Fin de citation. Certes, ce recours au champ sémantique de la gestation et de l'éclosion n'a pas été inauguré par Bloch, puisqu'il est pour ainsi dire consubstantiel à la langue allemande et était déjà largement exploité par les poètes avant lui, mais il est porté ici à son paroxysme et acquiert un statut particulier et central. Il va de soi que l'expression scripturale d'un devenir en marche vers l'être ultime, le summum bonum, ne pouvait trouver sa formulation adéquate que dans une terminologie et un style spécifique. Ce style évite systématiquement l'abstraction, très important, car aucun concept abstrait et partant réducteur ne peut rendre compte de ce qui n'est pas encore là, ce que peuvent en revanche suggérer des compositions lexicales soucieuses de précision presque technique comme le non-encore-être, das Noch-nicht-Sein. Bloch ne cherche à décrire avec justesse, à toucher et à convaincre
que par l'image concrète, renvoyant toujours à cette force dynamisante et créatrice qui passe donc par les stades de gestation, d'éclosion, de courant, à cette puissance qui traverse et supporte le monde. L'histoire et les 3 volumes de cette œuvre, d'ailleurs, comme un logos spermaticos. Alors, traduire, c'est aussi franchir. 1. Le refus de l'abstraction. La version de Bloch pour l'abstraction, pour la construction utopique, abstraite et non fondée, pour l'idéal abstrait, se décantera forcément dans son style. Selon lui, l'abstraction est source d'égarement dans la quête d'un monde meilleur, comme l'illustre l'histoire de Don Quichotte. Je cite, « Ce que l'Hidalgo imaginait comme toile de fond à tous ses rêves, le règne de la justice, ne progressera jamais vers sa réalisation, simplement grâce à un cœur qui ne bat qu'abstraitement pour le bien de l'humanité. » Fin de citation. Je ne le dis pas en allemand. C'est aussi dans une image concrète qu'il parvient à ramasser toute la personnalité du même héros. Je cite, « Notre chevalier est un fou à demi sensé, au cerveau ajouré, percé ici et là de petits intervalles de clarté. Der Junker, pour les germanistes, ist ein halb gescheiter Narr, ein sehr durchbrochener, mit lichten Zwischenräumen im Kopf. C'est enfin toute l'entreprise don quichotienne qu'il stigmatisera ainsi, je cite, pathétique en soi, risible pour les autres, dans la pratique, elle se ramène à la longue histoire d'une raclée administrée à l'inconditionnalité abstraite. C'est comme ça que résume toute l'aventure de Don Quichotte. Les multiples références à la force virile ne sont pas gratuites non plus, et encore moins là pour faire sourire. Elles participent justement de la mise en évidence de ce logos spermaticos dont je vous parlais, qui opère dans diverses strates, celle surtout de la créativité, de la production, et est particulièrement à l'œuvre au point d'inflexion du temps. Il analyse les points d'inflexion du temps dans l'histoire, die Zeitwenden. Car pour Bloch, et comme le démontrent les 3 exemples qui suivent, tout est dans tout, tout se reflète dans tout, le grand dans le petit qu'il annonce, l'idéal anticipé dans le geste concret et symbolique. Le concept est in nuce dans la chose. De là son recours si fréquent à l'image concrète, à la métaphore, au symbole et à l'allégorie. Alors, bon, alles was klein ist, rutscht nach unten. C'est très drôle. Tout ce qui est petit glisse vers le bas. Il a des images comme ça, oui. Alors, parlant de Don Juan, Don Giovanni est mu par une pulsion, un désir qui est spécifiquement sien, qui s'est affûté en lui et transperce tous les obstacles qu'il rencontre. Fin de citation. Plus loin, l'affrontement entre Don Giovanni et la statue du commandeur est symbolisé par la lutte de la pierre contre l'épée, épée que Bloch assimile explicitement au pénis. Dans le même chapitre 2, il qualifie d'ailleurs Don Giovanni de Liebesdegen, glaive d'amour. Spannung zwischen Degen, Penis, und Stein wird immer sichtbarer, die Grundstruktur. La tension entre l'épée, le pénis, et la pierre s'affirme comme ligne de force. Ou encore, à propos du jeune Goethe, je ne vais pas lire l'allemand, le désir ardent de l'adolescent était qu'une création gonflée de sève jaillit de ses doigts. Vous voyez les allusions sexuelles, mais tout est dans tout. Donc pour lui, c'est la même chose, la créativité et l'acte sexuel peut-être. Bloch va souvent puiser son inspiration dans le domaine de la médecine, comme une fois encore dans le cas du héros de Cervantes, je ne cite pas l'allemand, le point de folie qui s'embrasa un jour dans le cerveau de Don Quichotte résultait d'une inflammation spontanée provoquée par une accumulation de lecture. Donc, le point de folie qui s'embrasa un jour dans le cerveau de Don Quichotte résultait d'une inflammation spontanée provoquée par une accumulation de lecture. Voilà, un abcès dû à la lecture. C'est ce genre de formulation plutôt insolite qui ont valu à Bloch sa réputation de grand styliste, parfois abscon. Cette aversion de l'abstraction se concrétise également dans le choix d'un grand nombre de titres de chapitres ou de paragraphes que l'on croirait souvent extraits d'un recueil de contes. Nous sommes ici dans une œuvre philosophique majeure et pourtant les titres des paragraphes sont « S'évader tous les jours »,«
la cachette et le lointain merveilleux, embarquons-nous, les montures fourbues, au bout du rouleau, le pouls et l'obscurité vécue, le matin tendre, l'art de s'incliner, trop d'images et le moyen d'y échapper, etc., etc. Rappelons, pour conclure, sur cet aspect de sa stylistique, que la métaphore blochienne n'est jamais gratuite. Elle est en soi et pour soi l'objet en devenir, encore obscur à lui-même. Elle a recours au mythe, à l'archétype, au symbole et à l'allégorie, utilisée ici comme expression imagée et poétique de l'encore indicible. Voilà, parce qu'en fait, Bloch parle de l'encore indicible, comme formulation la plus précise qui soit, de ce qui est en éclosion. Comment parler de ce qui est en train d'éclore? De là qu'il en vient à élaborer le concept d'allégorie et de symbole réel. Je renvoie à ce propos au chapitre traitant de la rencontre de la fonction utopique et des allégories symboles. Bloch lui-même a recours à une allégorie goethéenne pour définir ce concept. Je cite, « Les poèmes sont des vitraux. » Cette métaphore allégorique goethéenne figure on ne peut mieux le clair-obscur de la signification de son objet propre, en même temps que d'autres choses qui le dépassent, au-delà de la lumière des vitraux. Deuxième point, resémantisation. Non content de secouer le lecteur par ses formulations insolites, dont je vous ai donné quelques exemples, Bloch, dans le même ordre d'intention, s'emploie à revivifier le lexique allemand. Il insufflera à bon nombre de termes un sens nouveau, en retournant aux racines profondes de la langue qu'il veut nettoyer de ses scories historiques ou idéologiques. Les vocables qu'il resémantise de la sorte le sont dans l'optique du matérialisme dialectique. Cette pratique obéit aussi à un souci de précision lexicale presque technique. Bloch établit par exemple une gradation précise, ah oui, dans la constitution progressive de l'affect d'attente. Quel espoir qui débouchera sur le sentiment messianique de l'espérance. Dans la langue courante, alors là c'était vraiment un défi pour le traducteur. Dans la langue courante, ces termes, donc toute la gradation qui mène à l'espoir, ces termes précisés ici par lui sont au départ polysémiques. Au dictionnaire, les termes auxquels il alloue un sens spécifique sont au départ polysémiques. Ciblés par Bloch, chacun de ces vocables exprimera un sens précis dans une typologie rigoureusement déclinée. C'est dans le corps humain et sa chimie que l'imagination utopique prend sa source profonde. Alors, je le cite, du plus profond de nous-mêmes, quelque chose surgit et cherche à saisir. Cette poussée, drängen, pour les germanistes, s'extériorise en premier lieu sous forme de tension, streben, ignorant encore ce qu'elle désire. Dans le sentiment, cette tension se traduit sous forme d'aspiration, sehnen, devenant une recherche, suchen. Elle passera ensuite par les stades de pulsion, trieb, de passion, Leidenschaft, et d'affect, affect, et culminera, grâce à l'intervention de l'imaginaire, dans l'image souhait, Wunschbild, car l'homme, contrairement à l'animal, est capable non seulement de désir, Begierde, mais d'imagination anticipante. Ce qu'il désire, il se le dépeint aussi. Le mot Heimat, ah là 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 là, vous ne pouvez pas vous imaginer quel problème de traduction, est un exemple central de resémantisation. Bon, vous savez tous ce qu'est Heimat, même si vous ne connaissez pas l'allemand. C'est un concept majeur, dernier mot de l'humanité et dernier mot du livre, tome 3. Qui fait écho en perspective aux premières phrases du tome 1, celles qui décrivent l'homme en manque de ce qui lui revient. Alors voici le tout début de cette somme philosophique. Je cite, « Nous naissons démunis. Je vibre. Très tôt déjà, on cherche. On est tout avide. On crie. On n'a pas ce qu'on veut. Dès que l'homme se sera saisi et qu'il fondera ce qui est sien dans une démocratie réelle, sans dessaisissement et sans aliénation, ça c'est plus loin, c'est la fin du livre, naîtra dans le monde quelque chose qui nous apparaît à tous dans l'enfance et où personne n'a encore jamais été, la Heimat. Je ne vous dis pas encore comment je l'ai traduit. Ça vient. C'est en proclamant bien haut les idéaux de Heimat, de terre et de sang, Blut und Boden, que les imposteurs de la réaction fasciste ont séduit et leurré. Un des objectifs de Bloch est précisément de sauver des termes comme celui-ci,
des griffes de la réaction. Au départ, le sens profond de Heimat. Alors, c'est le lieu où l'on est chez soi, qu'il s'agisse d'un pays, d'une ville, d'un village ou même d'une rue. Au sens blochien, la Heimat, c'est le chez-soi de l'homme désaliéné, le lieu de l'âge d'or retrouvé, le lieu de la naturalisation de l'homme et de l'humanisation de la nature, de l'identité de l'homme avec soi et avec les choses. Un synonyme serait le Zuhause, le chez-soi. La maison a pour Bloch valeur de symbole. La traduction française du mot Heimat, réinvestie d'un sens absolument blochien et précis, a posé un problème particulièrement aigu. Impossible, bien sûr, de le rendre par patrie, ou par pays, ou autre terme historiquement et culturellement connoté, voire entaché. Il fallait donc trouver un correspondant inédit qui recouvre exactement le triple sens que ce terme clé prend successivement dans le principe espérance. 1. Le chez-soi, Zuhause, que Bloch utilise d'ailleurs à diverses reprises comme synonyme de Heimat. 2. Le point focal vers lequel convergent tous les hommes guidés par l'espérance, tous les rêves, toutes les utopies. 3. La chaleur rayonnante et accueillante d'un âtre que l'on aime retrouver après une longue errance. Voilà les 3 sens de Heimat. Fort heureusement, et je vous assure que le traducteur a non seulement des trouvailles, mais a souvent de la chance. Fort heureusement, le français possédait un terme qui recouvre très exactement ces 3 acceptions. Foyer, qui est à la fois le chez-soi, le point focal et l'âtre. Traduction qui a reçu d'ailleurs l'aval de Bloch lui-même et qui, depuis lors, a été reprise par les autres traducteurs des quelques 17 volumes restants des œuvres complètes que je n'ai pas traduit moi-même, bien sûr. Ajoutons que dans ce cas-ci, comme dans beaucoup d'autres, j'ai préféré garder entre parenthèses le terme allemand original. Je garde toujours les concepts entre parenthèses en allemand. Je crois que c'est pour le respect, d'abord de ceux qui connaissent la langue originale, et aussi pour le respect, parce que les termes ne se recouvrent jamais, vraiment. La philosophie de Bloch vise donc à trouver le langage propre de ce qui cherche encore soi-même, de ce qui se cherche encore soi-même, au point que même la question qui porterait sur cet objet est encore inconstructible. Vous voyez quelle philosophie particulière, innovatrice, révolutionnaire. Cette prudence linguistique, ce parti pris du clair-obscur dans l'expression, est le pendant dans l'esthétique blochienne. Alors, je ne sais pas si ce concept dit quelque chose, c'est le concept du fragment ou du torso. Hein? Si une œuvre d'art survit à son temps, dit Bloch, si nous pouvons en hériter, et si elle nous interpelle encore, bien que conçue il y a des siècles, c'est qu'il y a en elle un excédent utopique, un utopischer Überschuss, grâce auquel elle ne se confond pas entièrement avec l'idéologie de l'époque qui l'a produite. Cet excédent utopique se traduit aussi dans la catégorie esthétique du fragment. Au-delà de son œuvre harmonisée et finie, bien léchée, le génie laisse, parfois inconsciemment, une ouverture, une fissure, sensible lui-même à quelque chose d'autre qu'il ne parvient pas à cerner. Oft gerundet, nie geschlossen, souvent achevée, jamais close. Cette maxime goethéenne de la vie est aussi valable pour l'art, conclura Bloch. À ce propos, il rappelle l'exemple de Michel-Ange, c'est fabuleux. C'est précisément dans la discipline qui lui tenait le plus à cœur, dit-il, en sculpture, que Michel-Ange a laissé le plus grand nombre d'œuvres inachevées, c'est Torsi. Dans le Principe Espérance, il écrit « Vasari fut le premier à s'étonner du nombre restreint d'œuvres achevées par Michel-Ange. Il s'en est étonné d'autant plus que l'ampleur et l'importance de l'objectif visé par l'artiste s'accordaient parfaitement avec la puissance et la nature de son génie. Il aurait pu les finir. Or, ce qui offrait ici une résistance au parachèvement, à l'harmonisation de l'œuvre, c'était précisément le fait que le génie de Michel-Ange était à la hauteur du gigantesque, incernable. C'était l'accord existant bel et bien entre la supériorité de cette nature et celle de sa tâche, de sorte qu'aucune exécution totale ne pouvait satisfaire cette adéquation. Chez Bloch aussi, la métaphore, l'allégorie et le symbole, et maintes formulations déconcertantes, sont autant d'expressions non closes, fragmentales, des torsis, comme, alors, je vous le dis en allemand, mais je vais vous expliquer, das des Lebens, explicité ci-après.
J'y reviendrai. Paradoxalement, donc das, c'est une conjonction de subordination. Que. Je sais que c'est das. Paradoxalement, oui, cette volonté de précision verbale et de fuite de l'abstraction conduit, en vertu de la volonté concomitante de maintien d'une ouverture sur l'inconnu, à une imprécision recherchée. C'est dans son ouverture polysémique et polyphonique que la création verbale blochienne acquiert sa haute précision philosophique. Prenons comme exemple la conjonction de coordination das, que, et ce pronom dont Bloch fait le pendant, was, quoi. Bloch parle, tenez-vous bien, du das des Lebens, le que de la vie, du das Rätels des Seins, le que énigme de l'être, évitant de la sorte les syntagmes existants et synonymes, comme le seraient des termes latins cuditas et coditas, ou encore le mot Anstoß, coup d'envoi, impulsion. Il évite ces mots-là, qui sont historiquement connotés et philosophiquement connotés. Donc, mot Anstoß, oui, qu'il évite ici, mais qui lui arrive d'ailleurs de mentionner comme synonyme entre parenthèses. Il leur préfère cette petite conjonction das, qui dans le contexte est réinvestie d'une force extraordinaire, le que de la vie. Que la vie soit là, l'impulsion initiale qui instaure d'un coup l'existence comme un éclair qui tombe et qu'il faut assumer et prolonger. Le pendant de ce das, et donc la réponse encore indéterminée à ce que initial, c'est le was, le quoi. Le que fondement de toute vie n'est pas encore connu, et a fortiori le quoi essence de la solution, la réponse ultime est encore loin derrière l'horizon. Au visage de son être comme l'utopie, Bloch ne veut ni ne peut prêter aucun trait précis, et l'issue positive du processus soutenu par l'homme n'est pas garantie. Entre ces deux formulations minimalistes, das was, c'est tout le long parcours de l'aventure du contenu en mouvement qui se déroule. C'est sur ce chemin que Bloch, semblable au détective, repère les traces de son principe espérance, saluant les grandes figures de l'Exode, mettant en lumière les allégories dispersées, les grands symboles annonciateurs d'un avènement heureux mais non garanti. Alors, dans le chapitre consacré aux grands franchisseurs de frontières, le 3e tome, où il vante l'action subversive, la révolte fructueuse, il exprimera de manière similaire les parcours exemplaires par un adverbe et une conjonction substantivée, das trotzdem dieser Figuren gegen das Weil des Gewohnten. Donc, littéralement, le malgré tout de ces figures paradigmatiques opposées au parce que de l'habitude. C'est magnifique. L'allemand, plastique et modelable à souhait, se prête par définition à la création de néologismes pertinents, de ces mots valises dont la compacité d'effets poétiques permet de saisir d'un coup ce qu'une langue plus discursive comme le français est contrainte de diluer, et donc de débiliter. Dans le passage relatif à Don Giovanni, tout le poids du message repose précisément sur un verbe composé de toutes pièces à partir du préfixe verbal entgegen et du nom propre titan. Oui, il faut être germaniste pour apprécier ceci. Voilà, je passe. Par ailleurs, Bloch jouera avec des sèmes qu'il assemblera dans des compositions originales, vagues en apparence, mais d'une authentique précision. Cet amour de la substantivation d'éléments linguistiques divers est sans doute propre lui aussi à la langue elle-même, et bien des auteurs y ont eu recours avant notre philosophe, mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il la pousse à l'extrême, en use et en abuse pour la bonne cause communicative. Cette pratique culmine sans doute dans le trio lexical qui présente, pour ainsi dire, un raccourci de toute la vision blochienne de l'être en devenir. Alors, ceci est essentiel, c'est le fondement même de sa philosophie. Je cite, « Vorschein, Dasein, Dasein ». L'homme est, mais il n'est pas encore à soi. Je l'ai dit. En d'autres termes, il n'est pas encore là, Dasein. Ce Dasein, encore imperceptible, est décliné dans une sorte de trilogie temporelle des avatars de l'instant exaucé. Je vais raccourcir ici aussi parce qu'il faut un peu être germaniste pour l'apprécier. Bon, disons que le Vorschein, premier stade, est le pré-apparaître. Je devais traduire apparaître, non pas apparence. Le pré-apparaître est la trace significative dans la vie, dans le concret, sur la voie menant au summum bonum. Voilà, entre le phénomène, la Erscheinung, et l'apparence, Schein, Bloch introduit le pré-apparaître. L'art est le Vorschein par excellence. Il n'est plus reproduction, comme il l'était pour Kant, mais production. Production d'un nouveau historique. Vous voyez l'importance de l'art pour Bloch.
C'est là que le nouveau éclot. Le mot apparence devait donc absolument être évité ici. L'œuvre d'art est une extériorisation de la conscience utopique et fait partie d'un monde inachevé, en mouvance. Le Vorschein n'a rien de commun non plus avec le Schein hegelien. Bref, je passe. Le Dasein, l'apparaître là, est cette beauté ultime qui scintille encore sans fondement et relève dès lors de l'abstraction. C'est le Dasein poétisé qu'il trouve surtout dans la musique. Et enfin, je passe les exemples allemands. Comment? Non. Oui. François Claire. J'ai presque fini. Vous avez dit 50 minutes, il reste encore 5 minutes. Oui, j'y arrive. Voilà. Alors, 3. Le Dasein, l'être là, qui n'a rien à voir avec le Dasein heideggerien, est celui auquel songe Faust lorsqu'il s'exclame « Verweile doch, du bist so schön » « Arrête-toi, tu es si beau ». Alors, dans la partie philosophique, il y a des composés que je vais passer parce qu'il faut être germaniste pour les comprendre, mais il passe en revue toutes les formes diverses que prend la catégorie de la possibilité, et pour ce faire, je le dis simplement comme ça, das sachlich objektiv Mögliche, das sachhaft objektgemäß Mögliche, das objektiv real Mögliche. Voilà, donc, que j'ai horreur. Donc, j'ai traduit par le possible objectif au niveau des faits, le possible conforme à la structure de l'objet et le possible objectivement réel. Voilà. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Oui, voilà, on le voit et on l'entend. Chaque syntagme est ici une espèce d'assemblage composé à partir de morphèmes et d'affixes. De lexèmes, object, sache, etc. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. L'écriture blochienne. Mais non. Je fais la même chose quand je dirige une table ronde. L'écriture blochienne est le verbe de la pensée blochienne, est un néologisme par excellence. C'est-à-dire que, pour utiliser un terme cher à la maïeutique blochienne, elle est grosse d'un logos absolument nouveau, inexprimable autrement que par un dire nouveau. Ce que Bloch observe et tente de décrire, c'est un devenir encore plein de zones d'ombre. Il ne pouvait donc clore et figer dans la parole le flux dialectique de son objet. Le lexique blochien peut se comparer au torsi, au fragment décrit plus haut, soucieux de dénoter de manière concrètement suggestive et allusive, sans enfermement prématuré du concept, et non de connoter en référence à l'existant. La langue de Bloch est précisément celle de la science active de la tendance. D'un côté, une composition musicale, scandée, dynamisante, qui entraîne son lecteur dans le flux de ce qui ne peut encore être appréhendé dans sa totalité. De l'autre, une pléthore de néologismes qui se manifestent essentiellement sous 3 formes. La création de termes d'une précision, pour ainsi dire, technique, la resémantisation de termes émoussés, les syntagmes terminologiques insolites, déconcertants, où se marient l'abstrait et le concret. Innovation verbale et resémantisation étant seuls aptes à véhiculer des concepts entièrement nouveaux. Toute traduction, française ou autre, se devait d'opérer les mêmes franchissements, du moins dès que cela était possible, sans oublier cependant que toute transgression linguistique de bonne loi ne peut se faire qu'en suivant les veines de la langue. Violenter ma langue, mais pas la violer. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de restituer très exactement toutes les composantes précitées. Loin de vouloir niveler, raboter les reliefs d'une telle prose au péché, la traduction devait s'efforcer de les reproduire avec la plus grande exactitude, mais aussi d'entonner le même ton, d'épouser le même rythme, de rendre le même souffle, souvent prophétique. Il fallait absolument éviter de fournir un texte francisé, notamment par le recours à l'abstraction discursive, à l'élégance stylistique que chérissent certains Français, et moins que tout à une certaine tradition terminologique, sous peine de déformer le propos philosophique fondamental et de clore un système ouvert. Dans l'écriture des 20 tomes de ses œuvres complètes, Ernst Bloch vise rien moins que l'adéquation parfaite entre une pensée et un style qui serait déjà cette pensée en marche. Pour lui être fidèle, il fallait certes éviter d'être par trop cibliste. Vous connaissez cette terminologie de Jean-René l'Admiral, hein, les ciblistes et les sourciers. Les ciblistes sont ceux qui traduisent
En pensant au public d'arrivée, les sourciers sont ceux qui traduisent en pensant surtout à l'auteur sans trop le défigurer, ce qui, à l'extrême, donne le calque. Bon. Pour lui être fidèle, il fallait certes éviter d'être participliste, mais aussi d'être sourcier à outrance, sous peine de violer la langue cible. L'objectif majeur de l'écriture blochienne est de secouer, j'espère que je l'ai fait aujourd'hui avec vous, et d'étonner, car, proclama-t-il à plusieurs reprises, l'étonnement n'est-il pas le commencement de la philosophie? L'important était donc d'étonner aussi dans la traduction, d'étonner autant, aux mêmes fins, mais jamais au détriment de la langue française. Je vous remercie.